c'est magique de regarder dans la nature parce qu'en fait, quand je dis magique dans le sens que ça nous apporte des réponses parfois qui sont vraiment en face de nous, puis on n'est même plus capable de les voir. Mais quand on regarde la saisonnalité du temps, il y a un temps pour tout en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va vous présenter une entrepreneur. Mais avant ça, comment vas-tu, Miruna? Super, vraiment contente pour Oui. avoir notre invité avec nous, être avec toi. Donc, on a une superbe invitée, c'est Flore de la clinique Inflorescence. Est-ce que je prononce bien? Exact, parfait. Excellent. Donc, on est sur la bonne track. Donc, on va vous présenter cette nouvelle entrepreneur. Mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre des commentaires. Vous pouvez même poser des questions à Flore ou etc., réagir dans les commentaires. Et puis, c'est parti, on commence. Donc, rapidement, Flore, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis une petite maudite française installée au Québec. Ils nous disent tous ça. C'est vrai. Bon, mais bon, là, en vérité, ça fait 7 ans que je suis là, puis j'ai même obtenu la citoyenneté canadienne. Fait que, Félicitations. je porte deux nationalités maintenant. Je suis la fondatrice de la clinique Inflorescence. Donc, c'est une clinique multidisciplinaire en santé mentale et bien-être. Ça va faire maintenant à peu près 2 ans que je travaille sur le projet. Bon, même avant, mais mettons, ça fait 2 ans que c'est en fonction. J'ai été formée en travail social en France. Ensuite, quand je suis arrivée ici en 2018, c'est ça, j'ai beaucoup travaillé au Nunavik avec les communautés inuites. Et puis, c'est quand je suis redescendue du Nord que j'ai monté le projet de la clinique. Je me suis aussi formée ici en méditation de pleine conscience et imagerie guidée, cohérence cardiaque aussi, et en écothérapie. Donc, ouais, c'est pas mal ça. C'est juste ça hein, que tu as Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'adore, je sais que tu es une grande voyageuse. Et dans ton voyage vers le Nord, et étant avec la communauté pendant quelques mois, hein, tu as été... Quelques années, ouais. Quelques années, mon Ouais. Dieu. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus par rapport aux différences, en fait, entre le mode de vie Québec et puis là-bas? Eh bien, avant cette expérience-là, je n'étais pas du tout sensibilisée sur la question de la décolonisation. Alors, j'ai beaucoup appris sur c'est quoi faire du travail social, donc c'est quoi accompagner, c'est quoi être en relation, plus précisément nourrir en fait une relation d'aide sur un territoire qui ne m'appartient pas, dont ce ne sont pas non plus mes valeurs. Et qu'est-ce que je fais de ça? En fait, comment je bouge dans cette société qui n'est pas la mienne? Alors j'ai eu tout à réapprendre en fait, absolument tout. Puis plus que ça, parce que venir ici, ça s'est fait très vite pour moi de travailler dans le Nord. Donc je suis arrivée au Québec. Il y a donc arrivé au Québec, arrivé au Canada et travailler en territoire inuit, donc en territoire autochtone. Je dirais que l'arrivée, en fait, mon parcours d'immigration a clairement été marqué par cette expérience qui, aujourd'hui, je pense, m'a donné beaucoup d'humilité, puis une grande compréhension de c'est quoi vivre ensemble et comment est-ce qu'on peut le faire. L'adaptation aussi, s'adapter à qu'est-ce que l'instant nous propose, puis comment est-ce qu'on se place, c'est quoi notre attitude, notre positionnement face à ce qui est en train de se vivre. Je pense que ça demande une grande ouverture de cœur et d'esprit pour oser travailler là-bas. Et je crois que la plus belle manière, en fait, de vivre cette expérience, c'est de ne rien imposer et de simplement leur demander « Apprenez-moi qui vous êtes pour que je puisse mieux travailler avec vous. » Et le plus bel outil, c'est le silence.
C'est ça. Et comment t'es venue l'idée de partir à la clinique? Tu reviens ici à Montréal, tu reviens d'un long voyage de quelques années que tu dis. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit? C'était quoi les objectifs, les motivations qui t'ont amené là? Oui. Je m'excuse, j'ai encore le petit rhume de printemps qui traîne. En fait, alors déjà, ça part de... faut dire que oui, je suis française, mais j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, dans des contextes donc différents de ma culture et de ce que je connaissais. Fait que j'ai déjà eu plusieurs fois l'opportunité de m'adapter et puis de comprendre que peut-être que de travailler en contexte interculturel, c'est pas tout à fait la même chose que de travailler dans son propre territoire et dans sa culture qui est dominante. Fait que il y a déjà eu une part d'apprentissage qui s'est faite sur « Oh, mais peut-être que je viens d'une culture qui est privilégiée, puis, et je travaille avec des populations vulnérables. » Puis je n'aime pas ce terme, mais c'est le terme utilisé communément, je dirais, dans les politiques sociales et publiques, mais de travailler avec des populations qu'on considère minoritaires. Eh bien, quand on vient d'une culture dominante, je pense qu'il y a tout un rapport, effectivement, à repenser. Et ça, quand j'étais en France, je l'avais déjà aussi un peu expérimenté dans mon travail. Et donc, c'est ça qui m'a amenée ici au Québec, donc de vivre, de changer la dynamique en relation d'aide dominant-dominé, parce que quand tu aides quelqu'un, c'est toi qui as l'expertise, le savoir, donc à quelque part, tu as plus de pouvoir sur la personne. Puis là, concrètement, ça donne quoi? Exemple, ça m'est arrivé de recevoir des personnes qui ont un parcours arrivant de, on va dire, tu connais les boat people? Bon, voilà. Donc, il y a toute une histoire de passe qui se fait en Italie ou en Croatie. Mettons, puis ils arrivent, après, on les dispatche en Europe. Voilà. Puis, en travail social, on s'occupe de leur donner le nécessaire pour qu'ils s'intègrent dans notre pays. Mais c'est très... je me suis retrouvée face à des personnes qui... j'ai ressenti avoir comme beaucoup de pouvoir sur leur destinée. Puis, j'avais envie de rééquilibrer la relation. C'est-à-dire, qui ils sont, c'est quoi leur histoire? Parce que oui, peut-être que dans le processus adaptatif dans lequel ils sont aujourd'hui, ils sont vulnérables, mais peut-être qu'on ne les connaît pas assez, on ne connaît pas leur histoire et le contexte dans lequel ils viennent, il y a des forces aussi. Puis c'est de travailler avec les forces et de comprendre que peut-être que encore une fois, mon positionnement est à revoir. Donc, c'est ça qui m'a emmenée jusqu'ici. J'avais envie d'expérimenter, faire du travail, travailler dans une culture qui n'est pas la mienne, et aussi la question des Premières Nations et Inuits, ça m'a intéressée sur la question justement de décoloniser nos pratiques en travail social. Et puis, je n'ai pas expérimenté que ça, c'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais dans le contexte dans lequel je travaillais, c'était aussi, donc c'est le service public, à ce moment-là, j'étais donc salariée d'un centre de santé, et je me trouvais assez limitée dans ce qui était possible de faire. Et en même temps, j'ai vu que les approches conventionnelles qu'on avait ne permettaient pas forcément de répondre aux besoins de cette population. Donc, il y avait, comme on disait tout à l'heure, tout un travail de rééducation à faire dans le positionnement, mais aussi dans les pratiques de travail. Puis ça, c'est venu me chercher parce que je l'ai déjà vécu ailleurs. C'est-à-dire que j'ai déjà vu et expérimenté des manières d'accompagner qui étaient différentes de celles que j'ai appris à l'université en Europe et que j'ai pu complémentariser ici avec le Québec. Et c'était donc le projet de la clinique Inflorescence quand j'ai... D'ailleurs, tu as dit, j'ai voyagé là-bas, mais en fait, quand on travaille là-bas, on fait des stretches, c'est-à-dire tu montes 9 semaines, puis tu reviens 4 semaines, tu fais 9 semaines de travail intense, puis 4 semaines de repos. Mais je l'ai fait pendant quasiment 4 ans, effectivement, puis des fois encore, ça m'arrive de monter. J'ai le cœur très accroché au nord. Mais le projet de la clinique, c'était ça m'intéresse de proposer, de créer et donc proposer un lieu où il y aurait une diversité, une pluralité des types d'accompagnement. Donc,
la personne, quand elle vient dans la clinique, pour répondre à ses besoins, ça m'intéresse de la considérer dans sa globalité, et puis que peut-être du point de vue physique, mental, émotif aussi, on pourrait proposer différentes façons de l'accompagner sur son chemin. Ça peut être aussi... donc là, je parle vraiment de santé intégrative. Au final, c'est le point de la clinique, la volonté pour laquelle je travaille en fait dans la clinique, c'est vraiment effectivement de pouvoir offrir une pluralité de services d'accompagnement à la clientèle. Puis comme effectivement j'ai vu en dehors de ma propre culture que c'était possible d'accompagner différemment, je me suis dit je vais construire sur cette planète un lieu où il y aura effectivement une pluralité de services et pas juste quelque chose, pas juste une manière de faire. Puis, si on va plus loin, on a eu cette belle discussion avec Miruna déjà. L'humain, dans toute sa diversité, il y a plein de nuances. Mais accompagner un humain, c'est aussi rempli de nuances. Et je pense que dans les approches, c'est de considérer aussi qu'il peut y avoir des nuances. Que peut-être cette type d'accompagnement, cette méthode-là serait bien pour cette personne. D'abord, c'est elle qui va savoir si ça fit ou pas. C'est pas forcément à nous de décider. Je pense que c'est très important de laisser le choix, le pouvoir à la personne de décider comment est-ce que je vais prendre soin de moi. Nous, on est là, on fait des invitations, des suggestions. On est là pour offrir les services, mais la personne peut choisir. Et effectivement, je crois que la clinique Inflorescence, c'est vraiment de s'intéresser à la diversité, en fait, dans l'unité même, mais proposer différentes couleurs de relations d'aide. Qu'est-ce que c'est beau. La diversité dans l'unité. Parle-nous plus de cela. Comment peut-on arriver à cela? Tout à l'heure, dans la salle d'attente, je regardais l'aloe vera. Hein? Je disais, on a une salle d'attente. Oui, il y a une salle Avant le podcast, comme ça, vous savez tout. Bon, il y a une magnifique aloe vera et je regardais comment l'inflorescence, en fait, c'est ça, l'inflorescence, c'est la manière dont les fleurs sont posées sur une tige. Et en l'occurrence, les branches de l'aloès sont en quinquance, puis c'est merveilleusement fait. Naturellement, tu parlais d'intelligence naturelle d'ailleurs, et donc on peut observer que chaque branche a sa place. Donc il y a pas une branche du fait de la quinquance qui s'est faite, il n'y a pas une branche qui prend trop de place pour une autre. Tout le monde a la place qu'il faut. C'est vraiment beau. Et donc ça, c'est la diversité dans l'unité. Toutes les branches sont uniques et en même temps, elles font partie d'un tout. Donc, oui, c'est pour ça qu'Inflorescence, ça me parlait, parce que j'avais envie d'offrir la possibilité aux gens de fleurir. Puis quel type de floraison on peut offrir? Il existe diverses inflorescences. Quand tu regardes un rosier, c'est pas la même inflorescence qu'un justement l'aloès dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est ça. Puis j'aime vraiment l'idée que chaque fleur est unique et en même temps elle est aussi portée par le groupement de fleurs. Puis c'est beau à regarder, une fleur, un détail, et en même temps dans toute sa globalité de la plante. Fait que ouais, la diversité dans l'unité. Et quel type de profil t'accompagne à la clinique et de quoi tu es le plus fier dans les accompagnements que tu as pu faire, si tu as une anecdote ou un exemple? Oui, on a deux types de services en fait. On propose de l'accompagnement individuel. Donc il y a des travailleurs sociaux, sexologues, thérapeutes en relation d'aide pour le moment. Puis j'aspire à, pour la croissance de la clinique, probablement proposer d'autres approches complémentaires. J'ai envie de faire un mix d'approches conventionnelles et en même temps complémentaires.
accompagnement individuel, puis on fait aussi, on propose en fait des ateliers en entreprise. Donc là, on travaille plus sur le groupe. Encore une fois, on revient à l'idée de l'individu et du groupe. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation et prévention santé mentale et bien-être au travail. Donc, on travaille avec des équipes, donc des groupes. Et je dirais que oui, je suis fière de ça. J'aime le groupe. J'avais fait d'ailleurs mon mémoire de fin d'études sur la complémentarité des interventions individuelles et collectives. Et je crois pertinemment que l'individu, en fait, nourrit le groupe et en même temps, le groupe supporte l'individu. Donc, travailler en équipe, j'adore. Vraiment. Fait que je dirais que c'est ma petite fierté de proposer autre chose que de l'accompagnement individuel. J'avais lu d'ailleurs ton partage sur LinkedIn qui a été tellement apprécié par beaucoup de gens sur la guérison en collectivité. C'est quelque chose que j'entends souvent, surtout dans les communautés d'origine migrante. Cette manque de... Il y a vraiment un manque du collectif, de la collectivité, de groupe dans ces sociétés qui, on est d'accord, a la tendance d'être plus individualiste. Qu'est-ce que tu vois dans 1 an, dans 2 ans par rapport à cette tendance de collectivité? Mais je le vois déjà, en fait. Parce que j'ai monté la clinique à la sortie de la pandémie et je peux vous expliquer un petit peu rapidement, mais quand j'ai fait l'étude de marché, les statistiques sortaient que ça disait 80% de la population, 80% des répondants étaient d'accord, préféraient en fait l'accompagnement individuel virtuel. Et donc, il y avait un petit 20% qui accepteraient d'aller au bureau, en présentiel, pour de l'accompagnement en relation d'aide. Alors, bon, je me suis dit, il y a quelque chose à faire probablement en virtuel, et en plus, on sort de la pandémie, c'est clairement ce qu'on vit en pleine pandémie, on se retrouve en virtuel. Et puis, finalement, au fil du démarrage de la clinique, et donc, je dirais là, de ce qui se passe, on absorbe la croissance de l'entreprise quand même en ayant cette question, puisqu'il y a un constat qui est que depuis, je dirais, 2024, on a beaucoup plus de demandes en présentiel. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils aspirent à se revoir, à se retrouver. On a besoin de recréer du lien. On ne peut pas vivre, on est un animal social, on ne peut pas vivre sans les autres. Donc, et je crois fortement à ça, puis j'ai envie d'y répondre. Alors, je ne sais pas encore comment, tu sais, c'est en discussion tout ça, parce que on a quand même misé gros sur l'accompagnement virtuel dans la clinique. Mais maintenant, alors il y a 2 choses. Il y a se rencontrer en présentiel, mais il y a aussi autre chose. Et ça, la clinique répond déjà à ce besoin-là. Il y a ce besoin de se retrouver en communauté. Donc, ça passe par beaucoup d'événements locaux, vraiment privilégier le développement local. Qu'est-ce qui se passe dans ton quartier? Est-ce que tu connais tes voisins? Puis, comment ta vie de quartier, puis qui fait quoi? Peut-être qu'on est tous complémentaires à quelque part. Il y aurait de l'entraide, il y aurait de la solidarité qui pourrait se créer. Peut-être qu'on pourrait mieux vivre ensemble, tout simplement. Fait que je crois très fort pour les prochaines années qui viennent à, je pense, des regroupements, des événements qui se feront en présentiel et peut-être plus particulièrement au niveau local. Je le vois aussi, 100%. C'est vraiment la tendance. C'est un vrai besoin. Exact. Intéressant. Et je vais aborder un sujet, on en parle des fois avec les différents entrepreneurs parce que ça touche tous les entrepreneurs, la santé mentale. Oh, toi, c'est quoi c'est un gros sujet. ton constat là-dessus? Ouais. Et toi-même aussi, parce que tu sais, t'apportes du bien-être aux autres, mais le tien aussi. C'est quoi la place que tu lui donnes aussi? J'ai mélangé plein de questions, mais... Elle va les démêler. Si tu peux les démêler. D'abord, j'aimerais te remercier de me poser la question. C'est pas si évident que ça d'en parler, mais j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Quand on est entrepreneur, prendre soin de sa santé mentale, c'est challengeant. Parce que le rythme entrepreneurial ne me permet pas de prendre soin de ma santé mentale au niveau que...
au niveau auquel j'aspire et aussi que je suggère à mes clients. Alors, oui, c'est challengeant. Puis, ça vient me chercher loin parce que je crois que nous avons à être un modèle pour notre clientèle, aussi bien clientèle individuelle que le monde de l'entreprise et les organismes avec qui on travaille. Et donc, c'est quand même une grande responsabilité. Alors, oui, j'ai à prendre soin de moi, mais d'abord, avant tout pour moi, parce que si je ne vais pas bien, l'équipe non plus, l'entreprise n'ira pas bien. Et je crois aussi que... Est-ce qu'on a vraiment des modèles entrepreneuriaux qui prennent, où on valorise le prendre soin de soi, l'arrêt, ralentir? Oui, le slowpreneuriat, le slow life, ça existe, mais je pense qu'il faut encore et encore en parler. Alors, je vais être très vulnérable, mais dans ce que je vais partager, mais il y a à peu près 1 mois et demi de ça, je me suis retrouvée avec des symptômes un peu de perte d'attention, de difficulté de concentration donc toujours en plein atelier, face à du monde, en fait. Comme si, là, je parlais avec vous, puis d'un coup, je perdais le fil de ce que je suis en train de dire. Puis ça m'arrivait tout le temps, ça m'arrivait jamais quand j'étais seule ou en virtuel, mais toujours en présentiel. Jusqu'au point où ça faisait quelques jours que je sentais ça, puis le 3e jour, j'ai presque failli perdre connaissance, là. Puis, on va aux urgences, on fait tous les tests, le cœur va bien, la tête va bien, bon. Puis le médecin, bien évidemment, me dit, là, c'est juste, ça s'appelle une surcharge cognitive, votre lobe préfrontal, travaille trop, il faut simplement ralentir, c'est tout ce que je peux, vous n'avez pas besoin de médication, rien, c'est vous arrêtez. J'entends ça, alors que je suis la fondatrice de la clinique multidisciplinaire en santé mentale et bien-être, comme, ok, c'est gros, là. Je pars de loin. Ça touche tout le monde. Et ça touche tout le monde. Puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas le cacher. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place? Effectivement, j'ai ralenti. Mais là, il y a plein de conséquences derrière ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait de la croissance de l'entreprise? Effectivement. Il y a toujours ça derrière. Il y a toujours ça derrière. Puis finalement, c'est venu challenger non pas mes valeurs, ça m'a reconnecté à mes valeurs, comme si je m'étais un peu perdue en fait dans le rythme entrepreneurial, et je me suis dit non, mais je pense que rappelle-toi que tu travailles pour l'humain, puis je suis aussi une humaine, et je travaille avec aussi des humains. Bon, on va remettre l'humain au cœur du projet entrepreneurial, et donc ça demande effectivement de prendre du temps, et aussi de dire non, puis d'accepter que des fois, ça va bien ou ça va pas. Donc concrètement, puis c'est aussi de l'appliquer avec les personnes avec qui je travaille. Exemple, il y a une professionnelle qui me disait, à qui j'ai envoyé une suggestion de client. J'ai pas eu de réponse pendant 3 jours. J'aurais pu insister en disant la problématique de la cliente correspond à ton expertise. Donc, on a 48 heures pour répondre. Finalement, je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai choisi d'orienter ailleurs. Puis j'ai bien fait, puisque 5 jours après, j'ai reçu des nouvelles en disant « Je suis en train de vivre un deuil, je suis dépassée. Je ne peux pas me permettre de prendre de clientèle. Et je m'excuse pour ne pas avoir donné de retour. Mais merci de la compréhension. » Mais oui, tout à fait. On va laisser le professionnel faire son deuil, vivre son deuil. Puis, on est plusieurs professionnels dans la clinique. On va réorienter, c'est correct. On va réorienter le client, bien évidemment, avec un ou une autre expert qui va pouvoir prendre la problématique en charge. Mais je crois que c'est vraiment de respecter ce qu'on vit. Travailler avec des humains, c'est pas comme travailler avec des chiffres. C'est pas tangible. À tous les jours, ça se ressemble pas. Donc, c'est aussi d'être prêt à ça, d'être prêt d'apprécier la spontanéité. Oui, bien sûr, il faut anticiper, il faut s'organiser, il faut planifier, mais c'est aussi de laisser de l'espace à d'éventuelles problématiques qui pourraient arriver. Donc, se retourner, éventuellement, si les plans sont peut-être pas comme on espérait, ben, c'est correct, puis on va trouver l'espace, en fait, de laisser exister ce qui émerge. Vraiment important. J'adore, ça me parle tellement, tellement. Et je sais que ça parle à énormément d'entrepreneurs
Et j'entendais hier, justement, je parlais avec une amie entrepreneur qui œuvre aussi dans le domaine de bien-être. Elle me parlait de ces journées qui sont assez difficiles dernièrement. Et je les entends encore et encore. Moi-même, je vis des hauts et des bas importants. Mais je dirais que le plus que je les accepte et le plus que je les trouve normales, ou peut-être pas normales, je préfère naturelles, j'aime tellement ce mot naturel, je les trouve naturelles, toutes comme la nature. Il y a une journée où il pleut, il y a une journée de soleil, il y a une journée où on a plus besoin de ralentir, une autre où on a besoin d'aller plus vite. Et ça me fait penser même au mot organisation, organisation. C'est inspiré de la nature. Et la nature est toute sauf prévisible. Et n'est pas supposée d'être prévisible. Autant qu'on voudrait dans notre tête de la mettre dans une case et dire, voilà, ça c'est le modèle parfait de comment. Et ce que tu dis m'inspire l'organique. C'est comme un nouveau modèle, je ne sais pas si ça existe déjà, une entreprise organique, où le vivant a vraiment sa place et c'est absolument valide et valorisé. Puis, c'est magique de regarder dans la nature parce qu'en fait, quand je dis magique dans le sens que ça nous apporte des réponses parfois qui sont vraiment en face de nous, puis on n'est même plus capable de les voir. Mais quand on regarde la saisonnalité du temps, il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour fleurir, il y a un temps pour éclore, il y a un temps pour être épanoui, il y a un temps pour faner, puis il y a un temps pour se régénérer à l'intérieur. Donc, je vous pose la question, en tant qu'entrepreneur, en plein hiver, vous faites quoi? Moi, j'hiberne. Bon, hibernation. Voilà. Mais c'est vrai, littéralement, c'est quand je le dis tout le temps, là, tous ceux qui me connaissent, je dis, regardez, moi, vous me voyez pas pendant 3 mois, je vais me concentrer dans mon truc, j'hiberne, je travaille et puis je sortirai au printemps. Oui. Et je travaille. Puis, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'hiver, c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, on travaille dans la noirceur. Mais c'est ça aussi, travailler dans la noirceur. L'hiver, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'arrêter de travailler, mais on peut peut-être travailler différemment que ce que la saison d'été ou de printemps nous propose, effectivement. Donc, c'est peut-être un temps beaucoup plus introspectif. Mais oui, c'est comme la grossesse. Le bébé est en gestation dans le noir. Bon, l'hiver, c'est peut-être aussi la gestation de nos projets dans le noir. Puis, voilà, on verra les premières pousses de notre projet au printemps. Et c'est marrant ce que tu dis parce que quand je dis j'hiberne, je prends mon cas concrètement. Souvent, l'hiver, je travaille sur quand arrive décembre, janvier, je travaille sur les nouveaux projets. Qu'est-ce qui s'en vient? Les nouvelles idées. Je prépare. C'est comme si je prépare les fondations pour la suite. Donc, ça me parle. Et puis, tu fais beaucoup penser à Jérôme, à notre invité qu'on a reçu. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi. À un moment donné, je t'écoutais, j'avais l'impression d'entendre Jérôme. On va le taguer dans les commentaires. Ouais, Jérôme, on va te mettre dans les commentaires. Il faut que tu réagisses dans les commentaires. Pas le choix. C'est quoi où est-ce que tu vois la clinique dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est quoi la direction qu'elle va prendre? C'est quoi ta vision? Parce qu'il y a ce côté social, il y a le côté business aussi. Et des fois, ça marche et des fois, les deux ne se parlent plus difficilement. Je ne vais pas dire se parlent pas, mais se parlent plus difficilement. Comment tu vois cette évolution? C'est marrant, je n'ai pas pensé aux 2 termes que tu viens d'évoquer. Moi, dans ma tête, la vision de la clinique à long terme, c'est nature et culture. C'est rejoindre l'humain, donc culture, et la nature. Et ça prendra les différentes formes qu'on est en train de travailler en ce moment. Ça va prendre aussi d'autres expertises, d'autres professionnels pour venir nourrir la biodiversité de la clinique et donc de l'écosystème qu'on est en train de construire. C'est sûr que l'aspect business, on ne peut pas se cacher que
moi, j'ai étudié en sciences humaines. Je viens de ce milieu-là. Au départ, c'était pas du tout dans mes... Naturel, le côté. Oui, dans mes carcans, dans mes... cet aspect-là de l'entrepreneuriat, je me disais, ça va venir avec ce qui se passe. En fait, je pensais, je me disais, je vais bien le vivre. Puis non, j'ai eu un apprentissage, vraiment toute une éducation à avoir sur c'est quoi effectivement de tenir une business, puis quel type de stratégie je vais mettre en place dans la clinique, puis et peut-être repenser les stratégies, même les premières qui ont été mises, puis revenir dessus. Puis donc s'adapter à ce qui est en train de se passer, là où ça va pas, là où ça va bien, et qu'est-ce qu'on fait de ça. Je crois que oui, c'est possible de faire de la business tout en servant l'humain. Et j'ai l'impression de faire, je sais pas si c'est le bon terme, d'un côté, j'ai pas l'impression de faire de la business depuis que je suis entrepreneur, parce que j'aime tellement ce que je fais, que je vibre avec ce que je crée. Donc, il y a mon rapport à l'argent est comme... Je comprends que c'est absolument important, et en même temps, je prends du plaisir à ça. Et je vois l'avenir de la clinique continuer dans cette direction-là. Peut-être que je la verrais un peu, sinon, sans frontières, comme on disait. Je la verrais... Il y a déjà beaucoup de choses à faire au Québec, mais mon propre parcours est quand même nourri de beaucoup d'autres cultures, d'autres expériences. Et ça m'intéresserait de développer peut-être des approches qui viennent d'ailleurs, des experts qui viennent d'ailleurs. Rien que dans l'Orient et l'Occident, il y a déjà beaucoup il y a tellement de différences, et les deux mondes... est-ce que les deux mondes savent se parler? Des fois oui, des fois non. Je pense qu'il y aurait déjà beaucoup à faire. En santé intégrative aussi, l'Occident et l'Orient ont besoin de se rencontrer. Je vais m'arranger pour que la business s'étende au-delà des frontières du Québec. Ouais. C'est le temps pour la dernière question, Cédric. Je vais te la laisser. C'est déjà la dernière question? Oui. Le temps a filé. Vas-y, à toi l'honneur. Bon, merci infiniment. Alors, je te la pose. C'est notre question de fin. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi, une âme entrepreneur, Fleur? Une âme entrepreneur. Ça me parle un peu de... moi, ça vibre avec leadership conscient, je dirais. Une âme d'entrepreneur. J'ai envie d'entreprendre sainement, avec intégrité, authenticité. J'ai envie d'accueillir l'humanité, en fait, dans la clinique, dans mon cœur, dans la business aussi. Je crois en la force de chacun. Oui, je pense que aussi la force de l'instant présent. Bienveillance, écoute active, vraiment important. Âme d'entrepreneur, pour moi, ça rime avec leadership conscient aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal ça. Merci tellement pour tes réponses. Le temps a trop filé. Parce qu'on était vraiment dans le moment présent, absorbé par ton partage. Merci pour nous avoir partagé tout ça. Merci pour l'invitation. Vraiment chouette. Merci à toi. Et je vais dire à tout le monde merci à vous de nous suivre. Vous pouvez mettre des likes, des commentaires. Jérôme, on attend ton commentaire d'ailleurs. On l'attend toujours. On va mettre tes liens dans la description. Le lien de la clinique, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, allez là-dessus. Vous allez trouver toute l'information. On mettra ton LinkedIn, etc. si des gens veulent te contacter. Et puis, pour nous autres, nous, Miruna, on va se retrouver bientôt sur d'autres prochains épisodes. Peut-être dans ce studio-là, on a changé de studio. Vous avez pu remarquer. Mettez-le en commentaire, oui. Si vous aimez cette nouvelle place, on a fait 1 ou 2 épisodes. Je sais pas dans quel ordre on va les mettre, mais en tout cas, vous allez mettre ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt à tous. À bientôt, Miruna. Bon succès à toi, Flore. Merci pour l'invitation. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye.